Nous allons pouvoir commencer. Donc, François Schuiten, comme j'ai dit, auteur de la bande dessinée, entre autres, de La Douce, l'histoire de ce fameux train, locomotive à vapeur du 19e siècle, qui est aussi le scénographe donc, du musée Train World. Donc, bienvenue parmi nous. Merci encore d'être là. Merci. Et je vous laisse faire votre présentation. Merci à vous. Donc, je vais vous raconter une histoire un peu particulière, puisqu'elle a été assez longue. C'est l'histoire de la réalisation d'un lieu consacré au train. Il s'appelle le Train World. On dit que c'est un musée, mais c'est un terme que j'ai jamais vraiment aimé, parce que c'est un lieu un peu plus particulier. Et donc, c'est une longue histoire, parce que en fait, la Belgique a été au cœur du début du ferroviaire en 1835. C'est un pays qui se crée. C'est un pays assez jeune, la Belgique, et elle commence en même temps que le train. Donc, ils se sont tous les deux inventés en même temps. Et c'est ce qui fait sans doute que ce pays y a cru avec peut-être plus d'énergie que nul autre, puisqu'on a la première ligne sur le continent, Bruxelles-Malines, juste après les Anglais, mais c'est la première ligne qui relie deux villes. Donc c'est vraiment une foi réelle dans le ferroviaire. Et c'est une foi qui va se prolonger. On va avoir un réseau extrêmement dense, on va avoir beaucoup de choses. Et curieusement, c'est un pays qui va oublier son histoire, qui va oublier à quel point il a été inventif, il a été créatif sur le domaine ferroviaire, parce qu'il y avait très peu de choses qui parlaient de cette histoire. Il y avait un petit musée à la gare du Nord. Et donc, en 1960, il décide quand même de faire un grand musée. Et depuis 1960 jusqu'au début des années 2000, 2006, 2007, ces projets s'accumulent. Il y avait, je crois, une quinzaine de projets de musée du train et aucun n'avait abouti. Donc, je n'étais pas persuadé que j'allais y arriver. D'ailleurs, il m'avait mis dans une salle d'attente pour que j'expose mes intentions, puisque c'était un peu un concours. Et dans cette salle d'attente, il y avait tous les projets des différentes années de musée du train. C'était une façon peut-être de me faire comprendre que c'était pas sûr que j'y arrive. Donc il a fallu 10 ans pour arriver à trouver le chemin, pour arriver à convaincre, à partir du moment où il m'avait choisi, et toute mon équipe, parce que ça a été vraiment un travail d'équipe. Et donc, je vais vous raconter ça parce que c'est amusant et puis ça nous fait traverser pas seulement le monde ferroviaire, ça nous fait traverser l'histoire de l'Europe, l'histoire de pays comme la Belgique et notre histoire profondément, nos passions, nos rêves. Alors, le lieu dans lequel ils ont, à un moment donné, décidé d'installer cet espace lié au ferroviaire, c'est une gare. C'est une chance d'avoir une gare de ville. C'est la gare de Schaerbeek, c'est dans le nord de Bruxelles, une gare très belle. Vous voyez, en fait, c'est deux gares. Il y a une première gare qui a été réalisée dans les années 1880 et une autre dans les années 1913. Et donc, ces deux gares, c'était une chance. Elles étaient désactivées. Elles sont toujours utilisées, mais les guichets n'étaient plus utiles. Et donc, c'était là, la chance que j'avais, c'est de pouvoir démarrer avec ça. Gros avantage, parce que du coup, pas d'architecte qui veut construire, qui veut faire un grand geste inoubliable, qui coûte très très cher et qui empêche le projet scénographique. J'aime beaucoup les architectes et j'aime beaucoup les gestes d'architectes, mais parfois ça peut être préjudiciable pour la scénographie. Et donc, ils m'ont laissé l'idée qu'on mettrait toute l'énergie dans la mise en scène de ce lieu. Et que la gare serait la porte d'entrée, mais que le bâtiment qui recevrait le musée en lui-même, entre guillemets, serait un bâtiment construit très simple, très, très, très fonctionnel. Et donc, voilà, cette gare était très intéressante. J'aimais beaucoup son clocheton aussi. Ah, disparition. Et je n'ai rien fait. Et le chien non plus. Ah, ça y est. Voilà. Donc, l'architecture me plaisait beaucoup. C'était vraiment un cadeau qu'elle soit juste un petit peu désactivée, qu'elle perde une partie de sa fonction au moment, parce qu'à un moment donné, il était question d'en conserver une. Et puis j'aimais beaucoup ce clocheton qu'on allait éclairer et qui allait servir un peu comme un signal, comme un phare. Et donc j'ai commencé à dessiner. Mais la première chose que j'ai faite, c'était de m'approprier par le dessin un petit peu les différents lieux. Évidemment, la salle des guichets, qui était dans son jus,
qui était vraiment totalement comment dire, conservée. C'est assez rare d'avoir une gare qui est exactement telle qu'elle a été conçue. Et donc là, j'avais imaginé différentes choses qui vont évidemment évoluer entre le moment de la conception et le moment de la réalisation. Et puis j'ai conçu un bâtiment très simple, très pur, très contraint par les différentes... nous sommes en bord des voies, évidemment, donc il y avait un espace sur lequel je pouvais intervenir. Et puis j'ai commencé comme ça à raconter l'histoire, qui n'était pas vraiment un musée, qui était un lieu où on aurait une série d'émotions. J'ai même utilisé d'ailleurs le mot opéra ferroviaire pour casser le réflexe musée, en leur disant, il y aura des tulles où on verra se développer sur des plans le réseau en projection, et derrière on verra les machines qui s'éclaireront en même temps que les lignes qu'on verra défiler, les dates, et comme ça qu'on comprendra le développement et le temps de ce développement du réseau belge et du réseau européen, parce que en fait l'un est évidemment intrinsèquement lié à l'autre. Et puis évidemment, je voulais passer du temps pour parler du temps, parce que c'est un sujet généralement qui n'est pas beaucoup abordé. En fait, il y a peu de gens qui savent que c'est le ferroviaire qui va unifier le temps. En France, en Belgique, dans les pays d'Europe, il y avait des légères différences. Et c'est le ferroviaire qui permet d'avoir une heure unique entre Lille et Marseille. Et donc, c'est toutes ces notions-là qui m'intéressaient. Et donc, j'avais demandé à la SNCB de pouvoir récupérer toutes leurs horloges de toutes les époques et de les mettre en scène, de projeter dessus, de jouer avec cette espèce de galerie d'horloges. Autre chose qui m'a intéressé, c'est de créer un grenier ferroviaire. J'avais envie de leur dire, il y a tellement d'objets, le ferroviaire génère tellement de signes, de formes et d'objets parfois dont on ne comprend pas toujours la signification, mais qui m'intéressent beaucoup. Et je leur ai proposé de tout mettre dans un immense espace haut de 15 mètres, et qui s'éclairerait en permanence, enfin dont la lumière jouerait avec les objets pour créer une espèce comme ça d'émerveillement sur la richesse de ce monde. Et puis, bien sûr, il y avait quelques locomotives tout à fait extraordinaires, dont cette fameuse Type 12, qui m'a complètement fasciné, j'étais à la limite étonné de savoir qu'une machine comme ça, aussi surprenante dans son design, aussi moderne et en même temps aussi ancienne, elle a été conçue en 1935, mais elle a eu une vie assez courte en réalité pour ses potentiels. Et donc, j'ai évidemment commencé à dessiner. Et donc, pour arriver à dessiner tout ça, ils m'ont fait visiter les sites où ils entreposaient toutes les machines qui allaient normalement construire ce projet et être au cœur de ce Train World. Et là, c'était vraiment un moment d'émerveillement, parce que je me rappelle, dans beaucoup, il pleuvait dans ces hangars. Il y avait ces extraordinaires machines qui sont des grues. Tout ça était dans un climat très sombre. Je me suis dit d'ailleurs que jamais je n'arriverais à créer la magie que j'ai eue en découvrant ces objets. Il y en avait autour, il y en avait partout. Je leur ai dit, écoutez, je vais prendre tout, ce qui n'était pas tellement dans leur idée. Il fallait faire des choix, il fallait évidemment rénover beaucoup de celle-là, par exemple, je l'ai toujours dans l'œil, mais elle était en très très mauvais état. Et je ne crois pas qu'on pourra la récupérer. Et comme ça, toutes ces machines, la Type 12 était là, comme ça, au milieu les uns à côté des autres. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment senti qu'il y avait non seulement de quoi faire un lieu fantastique, mais de quoi aussi faire un récit fantastique. Parce que tout de suite, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de raconter une histoire autour de ça, parce que, en fait, le ferroviaire, les deux personnes qui étaient là le disent très bien, donne envie du récit, donne envie de raconter des histoires. Et donc, très vite, je me suis mis à la dessiner, à noter des morceaux de récit, tout en travaillant à l'élaboration du scénario du Train World. Et vous voyez, il y avait beaucoup de bâches autour de ces machines
pour éviter qu'elle rouille, puisque les hangars étaient un petit peu pourris. Donc en fait, toutes ces machines étaient en fait dispatchées sur 5 lieux, parfois au cœur des villes, comme à Louvain, parfois en dehors. Et c'était des lieux tout à fait fascinants. Là, j'ai essayé un petit peu, j'ai rajouté l'eau parce que c'était quand même pas à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les machines étaient en danger et on n'aurait pas pu les laisser encore 20 ans comme ça. Alors, d'où vient cette fameuse Type 12 ? En fait, c'est vraiment l'alliance de deux personnalités, un ingénieur, Raoul Notes, et un designer qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Huot, André Huot. Et c'est vraiment l'alliance de ces deux personnalités qui va permettre d'imaginer cette machine un peu révolutionnaire pour l'époque. Les roues font plus de 2,10 m. Hein, c'est ce qu'on appelle vraiment une coureuse. Et elle est là pour aller vite. On est en 35, on a une foi dans l'aérodynamisme, on a des convictions qu'on peut gagner beaucoup de vitesse avec des machines mieux fuselées. Et donc, il y a vraiment la volonté pour la SNCB de s'inscrire dans cette histoire-là. Les Américains, les Anglais sont avec la Mallard, donc les Allemands ont des machines aussi très performantes, donc ils veulent construire une machine qui va être un petit peu leur emblème. Et ils sont très étonnés parce que les premiers essais, la machine va aller beaucoup plus vite encore que ce qu'ils ne pensaient. Bon, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais elle va faire 165 km avec ces voitures. Et donc, elle va gagner le ruban bleu en 39. Et donc, c'est vraiment une image forte pour une société qui évidemment, avait besoin de se montrer dans un esprit de modernité. Et évidemment, la guerre va venir. La guerre va casser un petit peu le développement. Ces machines vont circuler d'ailleurs sur le réseau français. Il y aura 6 types 12, en fait, qui ont été construites par en fait, l'entreprise Cockerill, 6 types 12, et c'est sûr qu'elles vont revenir de la guerre un petit peu en mauvais état. Il y en a certaines qui ont été bombardées, il y en a d'autres qui ont fait des prouesses en faisant tourner un train qui était voué à la déportation. Et donc il y a vraiment beaucoup de récits qui courent autour de cette fameuse locomotive pendant la guerre, et donc elles reviennent après-guerre, et elles vont avoir évidemment un temps d'utilisation réduit parce que l'électrification des lignes commence à s'accentuer. C'est déjà là avant, mais c'est favorisé par l'après-guerre. Les Allemands, enfin les Américains et les Canadiens nous amènent beaucoup de locomotives. Ça fait que ça va évidemment casser l'industrie de fabrication de ces machines, et donc on a la terrible époque où on voit toutes ces machines, les unes après les autres, partir à la démolition. Et il y a 5 types 12 qui vont être démolis. Et la dernière, la 004, va partir aussi chez un ferrailleur. Elle est au bout d'un train de locomotive à vapeur qui est voué à la destruction. Et ce sont les cheminots eux-mêmes qui la décrochent. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. J'ai toujours cherché à retrouver le nom des gens qui avaient sauvé cette machine. Mais en fait, avec les cheminots, c'est toujours un truc formidable, c'est qu'il y a une complicité. Ça fait qu'on ne sait jamais vraiment qui a décidé quoi. Toujours est-il qu'ils l'ont détaché, ils l'ont sauvé, ils l'ont caché pendant quelques années, sans doute. Je ne sais pas comment ils ont fait. Toujours est-il qu'à un moment donné, il n'était plus question, évidemment, de démolir ce bijou. Et évidemment, j'ai eu la chance de suivre toute sa rénovation, une rénovation extérieure. Le moteur en lui-même n'est pas profondément... Enfin, la mécanique intérieure n'est pas en mauvais état, mais demanderait un énorme investissement pour pouvoir la refaire circuler, ce que je n'ai pas souhaité. Et donc, cette machine, elle est évidemment un petit peu le joyau du Trainworld. Elle est au cœur. J'ai parfois l'impression que j'ai construit tout le musée pour qu'elle soit presque mis en avant. Alors là, j'ai un son intempestif. Mais
Ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, donc, après rénovation, elle est arrivée à la gare de Schaerbeek. C'était un moment tout à fait extraordinaire, évidemment, de la voir arriver et trouver sa place dans ce qui allait être un peu son écrin. Et c'était un moment pour moi d'émotion, parce que ça faisait des années que je travaillais sur ce sujet. Ça faisait des années que j'avais travaillé sur la bande dessinée aussi, La Douce. Et donc de la voir arriver dans le lieu que j'avais conçu, c'était vraiment un moment assez extraordinaire. Et alors, pour anecdote, vous voyez que derrière, on est à l'intérieur du train Nord, et derrière, il y a une maison, là. Et cette maison, c'était une maison de cheminot qui avait servi pour le garde-barrière, qui avait servi aussi pour le chef de gare. Et donc, quand j'avais évoqué de comprendre quel était le rôle de cette maison, il m'avait dit on va la démolir parce qu'on construit le nouveau bâtiment sur ce terrain. Et j'avais beaucoup insisté pour conserver cette maison. Et donc, on a construit le musée autour de la maison. Elle est restée là, exactement là où elle était. Et c'est devenu évidemment la maison des cheminots. C'est celle dans laquelle on peut entrer, on peut arriver à voyager un petit peu dans la vie des cheminots de l'époque. Et voilà ma fameuse machine que j'ai énormément dessinée parce qu'elle était tellement graphique, elle est photogénique, mais elle est aussi très graphiquement, je dirais, agréable. Et on a toujours envie d'y revenir. Et je lui ai comme inventé un parcours international, ce qu'elle n'a pas eu, comme si elle avait voyagé aux États-Unis, comme si elle avait été dans des pays européens. Et donc c'était une façon de prolonger sa vie, de prolonger son imaginaire, parce qu'elle avait été complètement oubliée. Elle avait été presque bannie. Le problème des dirigeants des chemins de fer, c'est qu'ils veulent tourner la page et donc beaucoup de machines à vapeur remarquables sont passées à la casse. Heureusement, grâce justement à ces cheminots, beaucoup ont été sauvés. Et donc le plaisir, c'était de travailler sur cette mémoire enfouie, et comment ces machines, quelque part, perdurent dans l'imaginaire de ceux qui l'ont connue, de ceux qui l'ont conduite. J'ai rencontré des gens, évidemment, qui l'avaient conduite. Et ça, c'était un moment aussi de grand plaisir. Et alors, dans l'élaboration de ce lieu, il y a eu des moments très intéressants qui dépassent de loin simplement le fait de faire un lieu lié au ferroviaire. Évidemment, c'était le fait que je voulais qu'on raconte aussi les moments un petit peu plus difficiles de l'histoire du rail. Et je voulais qu'on parle des moments où le train a véhiculé des wagons pour la déportation et ont amené des milliers de gens dans les camps en Allemagne, en Pologne, etc. Et donc, en fait, j'avais découvert qu'il leur restait un wagon de la déportation, ce qui est assez extraordinaire, et un wagon dans son état, dans son jus. Et donc, je leur ai demandé, je crois que c'est nécessaire de mettre ce wagon-là dans ce lieu, parce que ça va nous donner, d'abord ça va nous permettre de parler d'un moment difficile, mais aussi ça va nous donner la crédibilité, parce qu'on est dans un récit, quand on raconte l'histoire des machines et du ferroviaire, on est obligé de mettre des éléments en avant, et si on est capable de regarder ça en face, on sera sans doute beaucoup plus crédible sur des moments plus joyeux, comme le train des vacances et beaucoup de choses dont on est assez fier, les Trans-Europe Express et tous les trains qui sont magnifiques, mais qui sont comme un éloge du ferroviaire. Il y a des moments aussi, on a eu des moments difficiles. Et donc la SNCB a accepté, à mon grand étonnement, sans discuter, et même ils ont accepté que dans ce wagon, sur lequel vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre le contexte. Ils ont accepté que je projette un film, qui est quand même un film pas facile, où on voit les déportés entrer dans ces wagons qui sont vraiment très durs. Et quand on ferme le wagon, il y a le sigle de la SNCB qui est marqué sur la porte du wagon. C'était pas facile, c'est exactement le même logo qu'il y a aujourd'hui. Ils ont fait gloops, mais ils ont accepté. Quand j'ai raconté ça à la SNCF, ils ont dit: jamais ne faites pas une connerie pareille.
vous allez avoir que des emmerdes. Ça sert à rien de faire les malins. Oubliez ça. C'est un sujet qu'il faut pas soulever. Et donc, j'étais très, très, très inquiet sur cette double. Je ne sais pas si les Belges étaient inconscients ou si les Français étaient. Enfin, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un débat passionnant. Et ce wagon était un sujet de débat en permanence. Parce qu'après, toutes les voitures et les locomotives ont été rénovées parfaitement, avec un soin, avec des fous furieux amateurs. On a travaillé vraiment avec des passionnés. Évidemment, ils voulaient rénover le wagon de la déportation, ce en quoi je trouvais que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Oui, mais c'est pas la couleur d'origine. Oui, mais c'est pas la couleur d'origine. Mais moi, je toucherai plus à ce wagon. Il a une histoire. Il voulait remettre les planches neuves, il voulait remettre les numéros et les couleurs de l'époque. Donc on s'est beaucoup posé de questions. On a même fait appel à des historiens juifs pour nous aider. Et tout le monde était un petit peu devant une patate chaude. Que faire ? Et donc, en définitive, ils ont accepté l'idée que le wagon soit conservé tel quel. Donc, c'est le seul objet qui est un petit peu sacralisé et qui est maintenu exactement comme je l'ai trouvé. Et ça, c'était quand même important parce que du coup, il émane une certaine émotion de cet espace que je vais encore retravailler d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a encore des choses à faire. C'est un lieu, c'est extrêmement délicat évidemment comme sujet, donc il faut tout le temps revenir dessus. Alors, vous voyez, ça c'est la fameuse maison du garde-barrière. Alors, l'idée de projeter les visages des cheminots de l'époque jusqu'aux cheminots d'aujourd'hui, je l'ai gardé, mais pas sur la façade, sur l'autre façade, la façade aveugle, mais on a gardé l'esprit. Et je me rappelle, le directeur à l'époque de la SNCB me regardait en me disant « Mais pourquoi vous allez garder cette maison ?» Et puis, au fur et à mesure, il s'est approprié cette idée, et à la fin, je sais qu'il en parlait la main sur le cœur en disant que ça allait être le lieu où vraiment les cheminots se sentiraient représentés et défendus. Donc, il y a eu comme ça beaucoup de changements d'attitude. Il fallait quelque part un peu bousculer. Donc, à l'intérieur, j'ai essayé de reconstituer un moment de ce que pouvait être un intérieur de cheminot. Particulièrement les années 58 m'intéressaient. En Belgique, il y avait l'Expo universelle, mais il y a aussi le TEE, il y a aussi la jonction Nord-Midi. Il y avait des grands changements pour le ferroviaire, et donc ça m'a intéressé d'essayer de rendre le climat de cette époque dans cet intérieur dans lequel on peut entrer. Et la chance, c'est qu'on pouvait en même temps voir la cuisine, en même temps voir la chambre à coucher. Ça, j'ai fait une petite percée, mais c'était possible. Donc il y avait comme ça une occasion d'être un peu comme un voyeur de ce que pouvait être une maison de cheminot à cette époque. Et en fait, tout le train world est conçu pour immerger les gens à chaque fois dans une dimension. Donc c'est pour ça que le mot musée n'est pas toujours approprié, puisqu'il y a énormément de projections, il y a énormément de sons. C'est un compositeur ami, Bruno Le Thor, qui a fait l'extraordinaire composition de l'ensemble du train world, et c'est une vraie symphonie. Et puis, chaque espace est mis en scène, le train des vacances, où le fait d'être déjà dans la voiture, c'est déjà le fait de partir, on est déjà ailleurs, on est déjà dans un autre monde, on est déjà on est parti, on est en vacances. Et j'avais envie de suggérer ça. Donc, à chaque fois, les dessins étaient là pour guider un petit peu le travail scénographique, le travail de mise en scène. On a travaillé avec un créateur d'éclairage canadien. Je ne voulais pas un éclairagiste de musée, je ne voulais pas un éclairagiste de spectacle, je voulais les deux. Je voulais quelqu'un qui peut éclairer avec l'émotion d'un opéra et en même temps quelqu'un qui peut travailler sur la pérennité d'un éclairage. Donc c'est une machine extrêmement sophistiquée au niveau éclairage, le train world. On a eu un train postal que j'ai reconstitué. On a reconstitué toute l'équipe, un petit peu l'environnement de ce que peut représenter un train postal qui bien sûr travaillait la nuit pour amener les colis et les lettres. Et donc c'était une fonction très très importante, et c'était très intéressant de montrer ça, parce que beaucoup de gens n'étaient pas très au fait que les trains ont eu cette fonction. Et puis évidemment le TEE, qui est un très beau train que j'ai beaucoup pratiqué entre Paris et Bruxelles,
qui permettait on pouvait faire en 2 h 30 le parcours. Et donc là, l'idée était justement de montrer avec des projections sur le sol où on est vraiment inscrit, je dirais, dans cette cartographie européenne. Il faut dire que c'est le train qui a mis la Belgique au cœur de l'Europe. On ne peut pas imaginer les frontières de la même façon avec le train. Quand on voit le Trans-Orient Express, on change le rapport aux frontières, on change le rapport au pays. Et c'est sûr que le train a fait évoluer les mentalités, est toujours à l'avance sur ce changement-là. Et puis alors, à un moment donné, j'arrêtais pas évidemment de revenir avec mes envies de faire un lieu extraordinaire. Et je leur ai dit, l'idéal, ce serait que si vous me donniez un pont, si je pouvais avoir un pont, ce serait vraiment formidable. Alors ils m'ont regardé en me disant, voilà, vraiment, tu exagères. Et en même temps, mais je dis, mais vous en démolissez quand même pas mal. Oui, mais c'est pas si simple. Enfin bon, il y avait toujours des tas de raisons. Et donc, j'ai dessiné plusieurs ponts, et puis ils m'en ont trouvé un qu'ils allaient démolir. Et ça, c'est vraiment la complicité, de nouveau, des cheminots. À la fin, c'était vraiment... je travaillais plus tellement avec les patrons, mais je travaillais avec les réseaux des cheminots qui étaient heureux de savoir qu'il allait avoir un lieu qui allait être consacré à leur métier, à leur vie, à leur passion. Et donc, à un moment donné, ils m'en ont trouvé un, et c'était un moment extraordinaire. Bien sûr, Tintin, j'avais envie de relier à tout ce qui nous a donné envie de voyager, et aux personnages, aux fictions. On a des morceaux de l'Orient Express. Là, on va faire dans quelques semaines, on va attaquer le montage d'une exposition sur l'Orient Express. On va avoir quelques très très belles voitures de l'Orient Express pour nous permettre de nous rendre compte de cette aventure-là. Et alors je voulais aussi permettre aux enfants de jouer autour et sur une locomotive. J'étais convaincu que de toute façon ils allaient me couper dans les projets, ils allaient m'enlever des projets, donc je me disais je vais en faire. Et si le coupe, c'est pas très grave. Et donc celui-là, je me dis, bon, ça n'ira jamais. Que les enfants puissent jouer sur une locomotive, ça marchera jamais. Et je me rappelle que le directeur de la SNCB, qui était imprévisible, m'avait dit, vous pouvez tout couper sauf cette scénographie-là. Et j'étais bien embêté, mon équipe était très fâchée parce qu'il dit, ça, c'est pas possible, on n'aura jamais l'accord des pompiers, de la sécurité. Et j'avais beau expliquer que tout serait évidemment totalement usiné pour qu'il n'y ait pas de... Mais bon, c'était quand même un risque énorme. Et en fait, on l'a fortement aménagé, cette idée-là. Elle est restée, parce qu'il en faisait une affaire de principe. Et en fait, profondément, tout est resté. Et ce que je voulais aussi, c'est qu'on ait un parcours très, très particulier, c'est qu'on soit dans des black box. Donc, c'est-à-dire vraiment dans des mises en scène où l'éclairage, c'est comme effectivement des scènes d'opéra. Mais là, les stars, c'est les machines. Et d'ailleurs, elles sont capricieuses parce qu'elles n'ont pas été faciles à amener et à déplacer. Et puis, au fur et à mesure, on arrive vers la lumière. Il y a donc une partie qui est en lumière naturelle, une partie en black box. Évidemment, je voulais aussi qu'on repasse à une autre hauteur. Je voulais qu'on découvre toujours les machines par en dessous et par au-dessus aussi. Et donc, je trouvais intéressant qu'on repasse par la maison du garde-barrière. Et donc, et là, évidemment, c'était l'occasion de développer un train miniature, comme beaucoup de passionnés du ferroviaire ont chez eux. Et donc, de faire le train miniature de fou, quoi. Et donc, c'était une façon de profiter. Évidemment, il y a des objets incontournables comme le simulateur, qui a d'ailleurs toujours beaucoup, beaucoup de succès. Ah, merci. Après le chien, c'est bien que... Et puis, il y avait aussi le fait que je voulais qu'on montre les trains de demain, avec l'AGV ici que vous voyez, et les formes et le design des trains d'aujourd'hui et même ceux de demain. Et donc, voilà, j'aimais beaucoup l'AGV, qui est un train que je trouve magnifique d'Alstom. Et
D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'un jour, j'étais convaincu qu'ils allaient me donner un mock-up de l'AGV, donc une espèce de prototype, mais maquette. Et puis un jour, ils m'ont amené ça, mais en vrai. Et en fait, c'était le vrai train qui avait franchi, qui avait eu un record du monde, je crois, à plus de 500 km/h. Et il m'avait amené le vrai AGV qui avait fait cette... Donc j'étais vraiment heureux parce que je croyais avoir affaire à un mock-up et c'était un vrai morceau de train magnifique. Il y a eu comme ça de très très bonnes surprises. L'Eurostar ici, mais là c'est un peu plus un mock-up. Il y a des tas de parties qui sont vraies, mais il y a des parties qui ont été reconstituées par l'entreprise. Et puis bon, un jour quand même, on a inauguré ce fameux Train World. Là, c'est juste avant l'inauguration. Il y a quand même un peu plus de monde quand même. Et donc cette fameuse salle des guichets qui a été reconstituée, où il y a des tas de projections, et puis cette partie tout à fait nouvelle où voilà, j'ai pu plonger véritablement les spectateurs avec toute l'équipe scénographique, Expo Duo, donc mais les deux remarquables femmes qui m'ont accompagné très longtemps et qui ont été absolument indispensables et qui ont mis leur talent à ce projet, et aussi bien sûr l'équipe du patrimoine historique de la SNCB qui sont les personnes avec qui on a vraiment dialogué, et puis aussi des experts à qui on a... Ça a été un très 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 long travail, 10 années de dialogue avec des directeurs qui changent, avec à chaque fois reconvaincre. À chaque fois, on me disait, tu crois quand même pas que ça va se faire, tu te rends compte, les trains arrivent en retard, on est en déficit, les gares sont sales. Bon, il y avait toujours de bonnes raisons pour qu'on me laisse croire que ça ne se fera pas. Et puis quand même, les travaux se sont lancés et on l'a inauguré il y a environ 5 ans. Et donc, c'est un lieu un peu difficile à photographier. On m'en veut beaucoup d'ailleurs. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est des lieux qu'on a envie de visiter. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est la magie du rapport. Et donc l'éclairage est dynamique, le son est dynamique. Il y a énormément de choses qui bougent, qui essayent de rendre en fait la vie et le fait que quand on est dans ces machines, à côté de ces machines, il y a une émotion. Et donc je voulais surtout pas un musée. Bon, il est quand même devenu musée par le nom, mais bon, on ne gagne pas tous les combats. Et donc voilà, et donc l'éclairagiste avec qui j'ai fait appel a vraiment réussi à créer des climats. Il y a évidemment d'énormes cartes sur lesquelles on projette le développement du réseau européen, et il y a des moments où on marche sur les voies pour voir l'évolution des rails. En fait, on a des formes, on a toute une ingénierie qui a été développée pour arriver à cette forme qui a l'air très simple, un rail de profil, mais qui en fait est le résultat d'un véritable cheminement. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de regarder ça par photo parce que c'est évidemment tout bouge, tout est mouvant, tout est dynamique. Voilà, donc le fameux grenier ferroviaire et ainsi de suite. Et puis bon, cette fameuse type 12. J'ai profité d'un dénivelé, puisque le début du Train World et la fin ne sont pas au même niveau. Donc quand on découvre la machine, on la découvre un peu par en dessous, ce qui me plaisait bien, parce que du coup, elle est encore plus spectaculaire. J'ai refait aussi la cheminée, la fumée, pardon, qui n'était pas au point. Là, on l'a retravaillée. On est toujours en train de retravailler. Toujours en train d'améliorer, de trouver des solutions pour tenir compte des critiques et aussi faire évoluer, que le lieu reste vivant. Oui, là, on a mis en parallèle une des premières électriques et une des premières diesel. En fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est évidemment la cohabitation entre ces trois technologies. Le passage, évidemment, à l'électrique a été sur une période assez longue et donc il y avait une cohabitation assez intéressante. Et donc, oui, voilà. Et on peut entrer dans... Je voulais qu'on puisse toucher à tout. Bon, il y en a qui ont un peu exagéré, mais enfin, bon, comme toujours. Il y en a qui carrément mangeaient à l'intérieur des voitures. On a quand même dû mettre un peu d'ordre. Mais je disais, voilà, un lieu, bon, puisque c'est le mot musée, allons-y, un musée où vous pourrez toucher à tout. Et je trouvais que c'était important parce que ce sont des bijoux, en fait, ces machines.
Et les matériaux sont très très beaux, ils ont été pensés, ils ont été inventés avec énormément de technicité, de passion, avec une richesse de matériaux très, très, très intéressante. Et donc, je voulais qu'on ait cet avantage-là. Il y a quand même quelques lieux on nous a dit, non, là quand même, il ne faut pas exagérer. Mais sinon, on peut entrer partout, on peut toucher à tout. Voilà la fameuse maison du garde-barrière. Je voulais un espace beaucoup plus nature. On va faire d'ailleurs, c'est une exposition auquel je tiens beaucoup, une exposition qui va s'appeler Naturalia, qui va avoir lieu dans un an, je crois, 1 an et demi, et qui va tourner autour du rapport du ferroviaire avec la nature et la façon dont le train, évidemment, protège la nature. Et vous allez voir, ça va être assez audacieux, ce qu'on va faire. On travaille avec un grand sculpteur d'animaux et ça va devenir un lieu tout à fait différent. J'aime bien. Voilà le fameux lieu, le fameux wagon de la déportation, mais évidemment on ne voit pas ce qui est à l'intérieur et on ne voit pas, il y a des images au-dessus, il y a des tas de choses qui interviennent. Évidemment le train pendant la guerre, les trains hôpitaux, et puis la façon dont à chaque fois ça a servi aux trains sociaux, aux travailleurs, enfin il y a tout ce récit tous ces récits permettent de comprendre à quel point c'est en fait notre histoire, ou l'histoire de nos parents, mais quelque part on s'inscrit dans cette longue histoire ferroviaire qui en réalité dépasse de loin l'histoire du train. Elle raconte le changement des villes, le changement du travail, la façon les vacances. Ça c'est le fameux quai des vacances où dans chaque compartiment j'ai essayé de créer un climat comme ça un petit peu différent. Et voilà. En fait, c'est assez proche, vous voyez, de ce que j'avais dessiné. Je suis toujours surpris. Pour la maison du garde-barrière, il y a une petite anecdote amusante. À un moment donné, la direction avait demandé que je mette en avant les risques de franchir des passages à niveau. Et je dis, oh là là, ça c'est vraiment ennuyeux comme c'est pas possible, ça a un côté ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et je savais vraiment pas quoi faire. Et on cherchait depuis des mois sur quelle scénographie pouvait interroger sur le danger de franchir, évidemment, de ne pas respecter ces passages qui sont fermés, mais qui parfois sont un petit peu contournés. On croit que le train ne passera pas si vite, etc. Et donc, j'avais aucune idée. Puis parfois, on faisait beaucoup de brainstorming avec des cheminots pour essayer de voir si nos idées étaient bonnes. On racontait le projet pour un peu l'essuyer, pour un peu Et alors, il y en a un jour qui a levé la main, il n'avait jamais rien dit. Et il a dit, ah, mais si vous voulez, on a une voiture qui s'est fait écrabouiller par 2 trains, il n'en reste pas grand-chose, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. Et alors, du coup, on ne voit pas l'image, c'est dommage. Du coup, j'ai gardé ça, j'ai pris cette voiture. Heureusement, la personne a été indemne, elle n'est pas restée dedans, sinon ça aurait été un petit peu compliqué, évidemment. Et elle s'est sauvée juste avant, mais la voiture, c'est une compression à la César. Et donc, je l'ai mise, mais je l'ai protégée par un tulle, et un tulle assez beau. Et brusquement, cet objet arrive et surgit comme ça. Et c'est assez... on n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre que ce n'est pas une très bonne idée de franchir un passage à niveau. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez, c'était assez magique de voir à quel point il y avait des gens qui ont participé à ça de mille et une façons, en fait. C'était en fait un projet très, très, très collectif. Et bon, là, vous voyez, tout doucement, on va arriver à la lumière du jour. Je trouvais ça très important qu'on ait des changements de climat, comme un train. Il y a les trains de nuit, il y a les trains de jour, et qu'on ait évidemment la modernité qui arrive. Là, évidemment, c'est le Trans-Orient Express. C'est la partie qui est toujours au sein du Train World. Maintenant, on va avoir cette expo temporaire qui va compléter avec beaucoup de détails cette aventure. Et puis, bon, vous voyez un petit peu comment tout est aménagé, le fameux train postal. Bon, là, par exemple, on a eu beaucoup de difficultés. On a dû mettre des vitres parce que les gens commençaient à piquer les lettres, à regarder dans les paquets. Bon, bon, mon côté, vous pouvez toucher à tout, n'a pas marché à tout coup. Et puis, je voulais aussi qu'on puisse entrer en dessous
aller voir en dessous des trains et voir évidemment tout ce qui concerne la signalétique, l'organisation, et la complexité d'une organisation avec toutes les cabines alors on a réussi à sauver de très très belles cabines. Donc ça a été un élément très 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 important parce que ce que je voulais, c'était surtout éviter un des problèmes des musées du train. J'en ai visité à peu près une quinzaine à travers le monde. C'est qu'on met les machines les unes à côté des autres. Parce qu'évidemment, on profite d'un dépôt, on profite d'un lieu existant. Et du coup, ça contraint énormément et le regard n'est pas tellement renouvelé. Il fallait que... Là, on se dise, tiens, j'ai jamais vu le train comme ça. J'ai jamais vu sous cet angle. Et donc... l'idée, c'est qu'on puisse aller au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à côté, et qu'on soit en même temps projeté. On devient une surface de projection. On est au cœur même du récit. Voilà, là, on ne peut pas entrer dans le TE, mais enfin, on peut entrer, on peut passer. Et puis, il y avait aussi la façon dont les peintres se sont accaparés le ferroviaire. On a en Belgique un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Delvaux. On a fait une exposition de son œuvre. Il y a une des premières grandes expositions que le Train World a fait. On a mis ces très grandes toiles. C'est une petite toile, ça, mais il y en a de très très belles. Et c'était formidable de voir la cohabitation entre... Parce que le ferroviaire a occupé une grande partie de son œuvre. Et donc de mettre ces toiles au milieu du Train World, c'était assez magique. Et puis donc un jour, ils m'ont envoyé cette photo de ce morceau de pont qu'ils étaient en train de défaire près de Namur. Et bon, ils ont quand même mis le paquet, hein, il faut le dire. Et puis ils ont fait un convoi exceptionnel. Et puis un jour, le pont est arrivé. Ça, c'est quand même la magie et la puissance du ferroviaire. Et ils l'ont amené. Et donc on entre vraiment. En plus, c'est un pont formidable parce qu'il y a double circulation ferroviaire, mais circulation piéton juste en dessous. Et donc ça permet Alors je l'ai mis en perpendiculaire du musée, ça fait qu'on voit la ville. Il y a d'immenses baies vitrées qui nous donnent sur la ville, et puis de l'autre côté qui nous donnent sur les voies ferrées. Et c'était une façon de jouer avec un pont ville-réseau, et en même temps avoir toujours des vues, avoir une nouvelle vue sur la ville. Et puis évidemment, donc, ce fameux grenier, dans lequel on peut voir se déplacer. Là, j'ai travaillé avec un génie du rendu 3D qui a fait un travail hallucinant, et puis un ami peintre qui m'a accompagné, qui a disparu depuis, Alexandre Balinski, qui a fait les toiles qui sont tout autour de ce grenier. Chaque chose a été un combat. Dans ce grenier, il y avait une ferraille qui maintenait la toiture, les murs de la toiture, et ils ne voulaient pas l'enlever, et donc j'ai dû trouver des astuces, parce que je leur ai dit, mais il n'y aura plus de poids sur Ils ne voulaient pas l'enlever. J'ai pleuré, hurlé, en disant que s'il y avait une structure qui passait à travers le paysage, ça n'allait pas vraiment le faire. Et donc, à chaque fois, il fallait inventer des prouesses pour convaincre. Là, les grandes compagnies de trains à grande vitesse nous ont donné des sièges, Thalys, Eurostar, et des trains japonais aussi. Et ça nous permet de voir un film, une espèce de longue image sur le futur, ce que pourrait être le futur du train. Et voilà. Et donc, après 10 ans de travail acharné, le musée est ouvert maintenant depuis 5 ans. Ça marche très bien. On est vraiment, vraiment heureux de voir que... D'abord, j'ai pensé beaucoup pour les enfants, mais je trouve que quand on le pense pour les enfants, généralement, les adultes s'y plaisent. Et donc... alors, mais les tout petits ont même peur, ce que j'aime beaucoup, parce qu'il faut toujours avoir un peu peur. Et puis après, ils s'amusent et puis ils ont envie de revenir. Et donc, voilà, c'est un lieu qui maintenant s'inscrit complètement dans les projets culturels de la ville de Bruxelles. Ça a été une longue marche, mais en même temps, ça a été une aventure magnifique. Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir à vous la raconter, parce que c'est un monde vraiment incroyable, le ferroviaire. Et j'ai rencontré des gens magnifiques. Et
Et c'est peut-être ça que je vais garder dans le cœur. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous voulez des précisions? Non? Vous avez été comblé? Ah. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, vous dire ce passionnant récit que vous nous avez fait, et pour avoir visité Train World l'année de sa sortie. Alors, je suis en train de radoter, là. Mais même pas du tout, au contraire, parce que c'est le voir sous un autre jour et voir sa genèse, et puis surtout tout ce que vous avez raconté des évolutions que vous avez pensées au fil des années par rapport aux critiques, par rapport à observation. Ça me donne très 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 envie d'y retourner, et c'est sûr qu'avec l'association Watt, on va y aller. Merci beaucoup. On vous invite. On viendra tous, attention. Non, simplement, je ne sais pas si j'ai pas souvenir de vous avoir entendu en parler. Moi, du coup, ça me donne pas envie d'y retourner, mais d'y aller, parce que je ne connaissais pas. Et ça a l'air absolument passionnant, et de voir en plus tout le travail qu'il y a eu derrière pour construire cet espace, d'avoir ça en plus dans la tête pour le découvrir, je pense que c'est juste génial. Du coup, c'est où, quand? Voilà, j'ai envie d'y aller là, demain. Ah, alors, ça c'est vraiment ce qui la flèche dans mon cœur, parce qu'en fait, j'ai pas des photos de l'hôtel, mais donc il y a un type complètement fou que j'adore, Nicolas Kervin, qui a voulu faire un hôtel avec des voitures couchettes. Donc il a installé une partie des voitures couchettes dans la toiture, il en a mis d'autres à l'arrière, et il a été victime de deux choses: les attentats de Bruxelles, qui ont complètement cassé le tourisme et évidemment son équilibre, et puis après le Covid. Donc il est en réelle difficulté. Et on ne sait plus quoi faire pour l'aider. Je me suis beaucoup occupé de cet hôtel aussi. Il est attenant au Train World. Et donc, c'est un hôtel très bas coût, en fait. On dort dans les voitures couchettes, et c'était une très belle idée, mais il est vraiment en difficulté. Là, vous touchez à un point d'actualité assez difficile. Rien n'est jamais gagné, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, pour rappeler le programme, vous avez dit l'exposition sur l'Orient Express. Alors là, il y a une exposition pour l'instant qui me plaît beaucoup, parce qu'elle s'appelle Pékin Angkor. Angkor, c'est le nom ancien de la ville de Wuhan. Et en fait, en 1895, il y a eu une très grande ligne qui a fait Pékin-Angkor, 1200 km, et qui a été réalisée par un consortium franco-belge, une fois de plus. Mais c'est un ingénieur belge, Jean Jadot, qui a dirigé les travaux. Pendant 7 années, ils ont fait 1200 km. C'est évidemment un chantier pharaonique. Et cette ligne est tout à fait extraordinaire, avec un pont sur le fleuve Jaune. Et on a raconté cette histoire. Ce qui a lieu, pour l'instant, c'est ce qui est dans le musée, au milieu. Aujourd'hui. Au milieu des machines et tout ça, avec des personnages qui racontent. Et donc, c'est une histoire aussi, c'est une très très belle aventure. En fait, faire les expos et faire des lieux comme ça, c'est formidable, parce qu'on apprend tout le temps. Et c'est quand même la plus belle chose qui puisse arriver, c'est d'apprendre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Merci à tous.